chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Saga Africa en direct de Pointe-Noire, le poumon économique de la République du Congo. Au programme, art de vivre à la marocaine, immobilier, agroalimentaire bio, mais également nutrition à travers deux femmes d'exception. Mais avant de vous les présenter, faisons un tour par Casablanca où vit Philippe Mbala. Originaire du Cameroun, Philippe est manager de service IN pour l'un de nos opérateurs téléphoniques. Très calé dans son domaine, il a choisi le Maroc pour faire ses études presque par hasard mais n'a jamais eu à regretter sa décision. Et puis d'ailleurs, en 14 ans, il a eu tout le loisir de devenir marocain de cœur. Regardez. Manager au sein du service Intelligence Network d'un opérateur téléphonique, Philippe Mbala travaille dans le département des cerveaux, comme on dit dans la boîte. Son job, créer un pont entre le réseau et le marketing. Recruté juste après son stage de fin d'études, cet ingénieur a trouvé sa motivation dans le management transversal. Travaillant sur plusieurs projets à la fois, Philippe aime les challenges que lui procure son métier. Son dada, analyser les propositions marketing pour voir si elles sont transformables en services. Lorsqu'une offre n'est pas réalisable avec l'infrastructure existante, l'entreprise peut recourir à un nouveau fournisseur via un appel d'offres et c'est Philippe et ses homologues qui prennent le relais pour s'assurer de la logistique. Entendez par là la mise à disposition des moyens, l'importation des équipements et leur intégration au réseau existant. Un jargon complexe à l'image de la fonction. Généralement, les ingénieurs ils sont derrière des machines. Et ils travaillent, ils font bien leur boulot, c'est très bien, ils donnent de bons résultats. Mais dans ce que je fais, j'ai la chance de côtoyer dans un premier temps beaucoup de monde. Je travaille avec des Indiens, je travaille avec des Chinois, avec des Irlandais, avec des Bulgares, et ça vous enrichit énormément. Ce qui fait que, au-delà de l'aspect technique qui est le travail, qui est un projet qu'on doit mener à maturité. Et il y a l'aspect humain. Vous rencontrez beaucoup de personnes, vous discutez avec ces personnes des technologies souvent, et ils vous apprennent beaucoup de choses et ça vous donne encore plus d'envie d'aller plus loin dans ce que vous faites. Donc c'est vraiment ça la réelle motivation, c'est l'envie de toujours travailler avec des gens, toujours d'apprendre des autres et bien sûr de mener à bien les projets qui me sont confiés par mon entreprise. Ce matin, Philippe et son collègue ont une réunion avec un partenaire indien au sujet du nouveau matériel dont le département a fait l'acquisition. Des tests sont en cours pour vérifier si les dispositifs sont compatibles. Les trois hommes doivent faire le point quant aux installations. Ce n'est pas un hasard si la boîte a fait appel à des fournisseurs indiens. Ces derniers sont réputés pour être très avancés dans certaines technologies. On est entre le réseau et le marketing. Et vous savez, les gens du marketing, ce sont des gens qui veulent offrir le meilleur à leurs clients. Et du coup, ils sont très exigeants sur les offres qu'ils veulent donner, les offres qu'ils veulent fournir aux clients. Et surtout sur la simplicité de ces offres. Donc le challenge que nous avons, c'est d'utiliser des technologies complexes pour fournir des offres simples. Et lorsque vous êtes au milieu de tout ça, et que vous ajoutez le poids de la vie quotidienne, les événements de la vie quotidienne, ça peut effectivement représenter un stress qu'on apprend à gérer avec le temps. Après le meeting, c'est l'heure de la pause. On est chez les geeks ici, alors rien de tel qu'un bon jeu vidéo pour décompresser seul ou en groupe. C'est le lieu de rendez-vous de tous les gamers de la boîte. Football ou Street Fighters, on a le choix. Philippe et son acolyte se livrent à une partie avant d'aller manger. C'est à celui qui tapera le plus vite. Victoire du Cameroun, le Maroc veut sa revanche et il l'aura. L'ambiance est bonne en fond. Le rituel est pratiquement le même tous les jours et ces messieurs ne s'en plaignent pas. C'est bon, on a égalisé. Généralement, c'est ici qu'on vient pour se détendre un peu après une journée de travail. On prend une demi-heure de pause. Après avoir déjeuné, je reste 15 à 20 minutes ici pour me vider l'esprit avant de recommencer la journée dans l'après-midi. Généralement, les gens qui viennent là, c'est vraiment pour se vider l'esprit, sans réfléchir en fait. On n'a pas besoin de réfléchir pour jouer, on appuie sur des manettes et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Et juste après, j'ai la pêche pour recommencer. Plus qu'une demi-heure pour manger, l'occasion de parler du programme de l'après-midi. Dans ce département où les projets sont légion, on privilégie beaucoup le travail d'équipe.
Confronter les points de vue permet d'arriver à de meilleurs résultats dans une ambiance plutôt plaisante. Pour Philippe, qui s'est retrouvé ici par un concours de circonstances, c'est un peu comme une seconde famille dans laquelle il a grandi, fait ses marques et évolué. Les meilleures choses d'une fin, je dois retourner travailler maintenant, surtout que j'ai pas mal de boulot qui m'attend. J'ai notamment des fournisseurs avec qui je dois confirmer certaines choses. Et notamment à 16h30, on a une réunion de synchronisation d'équipe que je dois préparer. Donc il faut vraiment que j'y aille là. En optant pour un cursus universitaire au Maroc il y a 17 ans de cela, Philippe était loin de s'imaginer qu'il y ferait sa vie. La décision fut prise sur un coup de tête, ou mettons, sur le conseil d'un camarade de lycée. Le hasard fait bien les choses, ce n'est pas Philippe qui dira le contraire. Le choix du Maroc ne s'est pas tout de suite, c'était pas un choix évident. Au lycée, j'ai un ami qui avait les informations qu'il y avait une bourse marocaine. Et un jour comme ça, il est arrivé, on était en fin d'année, on était en train de passer les examens du bac. Il a dit, est-ce que tu es au courant qu'il y aurait une bourse au Maroc et qu'on peut postuler? Comme c'était un ami avec qui je travaillais tout le temps, on a postulé ensemble, comme ça. Et il s'est avéré que lorsque les résultats sont sortis, nous, on y était. C'est comme ça que je m'avais présenté la chose. Pour information, mes parents n'étaient même pas au courant que j'avais postulé. Et je l'ai proposé aux parents, ils n'étaient pas contre l'idée, malgré qu'on n'avait pas trop d'informations sur le pays. On a commencé à se renseigner. On a appris que c'était un pays plutôt ouvert. Et donc j'ai eu l'aval de mon papa pour venir au Maroc. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Mon stage de fin d'études, je l'ai fait ici. Et finalement, après ce stage, j'ai été recruté comme ingénieur développeur. Et au début, je me disais c'est pour une année ou 2 années, le temps de trouver le moyen de rentrer chez moi. Et finalement, je ne m'y suis plus. Et ça fait 10 ans que je suis là. Je suis devenu marocain. Bonjour, soyez les bienvenus. Démarrage en douceur ce matin pour notre ingénieur, sa femme Stéphanie et leur petit garçon Kylian. Stéphanie est elle aussi ingénieure mais en génie civil. Les deux se sont rencontrés ici. En 2015, la petite famille a fait l'acquisition d'un appartement non loin de Sidi Maharouf. Pour ce jeune couple d'actifs, l'intégration, c'est investir dans son pays d'accueil et donner autant que l'on a reçu. Quand j'étais au Cameroun et que j'ai eu la bourse pour venir ici, j'avais des appréhensions en fait, parce qu'on se disait c'est un pays arabe et généralement l'image qu'on a souvent des pays arabes, c'est des pays qui sont relativement fermés. Et quand je suis arrivé au Maroc avec cette idée-là, je me suis dit, j'ai fait mes études, je prends mes diplômes et on va dire, entre guillemets, je me casse. Bizarrement, quand je suis arrivé parce que je suis arrivé par Fès, ce que j'ai vu, je me suis rendu compte que c'était différent. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais j'ai été très bien reçu par mes camarades qui étaient marocains. Disons que comme je suis arrivé un peu en retard, ils ont tout fait. En fait, ils ont déjà tout fait pour m'aider à me rattraper par rapport au retard que j'avais au niveau de l'école. Et par ce canal-là, on a tissé des liens. Et des liens qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Puisque j'avais déjà cette vision du Maroc, je suis parti de Fès, qui était une petite ville que j'aimais beaucoup, pour Casablanca, qui était une ville plus grande. Mais j'avais déjà dans ma tête le fait que voilà, il n'y avait pas d'appréhension à avoir, il fallait aller vers les gens. C'était pas aux gens de changer par rapport à nous, c'était à nous de changer par rapport aux gens qu'on trouve au Maroc en fait. Et pour moi, c'est la meilleure façon de s'intégrer, c'est de comprendre comment les gens vivent et de se dire qu'on peut vivre en accord avec cette culture-là. Un sentiment d'appartenance que Stéphanie partage également. Je ne ressens pas de manque, le fait de ne pas être chez moi. Je ne me sens pas comme déracinée, je vais dire. Le darija, je ne le parle pas très bien. Je parle quelques mots. Je me débrouille un petit peu quand on parle à côté de moi en darija et qu'on mélange avec du français. J'arrive à m'en sortir. Voilà, j'adore les plats marocains. Tout ce qui est salé, sucré, j'adore, contrairement à mes compatriotes.
Donc voilà, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. C'est plus un ressenti. Avec ses horaires de travail, le couple n'a que le week-end et les soirées pour passer du temps ensemble. Une histoire commune à tous les jeunes ménages. Heureusement qu'il y a aussi les jours fériés comme celui-ci où la maisonnée peut en profiter pour recevoir des amis et mener des activités durant lesquelles petits et grands trouveront leur compte. À ce propos, Philippe a bien une idée. Pensez monde virtuel. Nouveau lieu de divertissement situé en plein cœur du Maarif, cet établissement est spécialisé dans les jeux vidéo 2 et 3D. Philippe a décidé d'y emmener Kylian. Des amis à lui ont rallié les rangs avec leurs petits. Ambiance survoltée, musique, couleurs vives, pas de doute, c'est le spot de tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant. Kylian est orienté par son père vers un jeu de conduite, son favori depuis qu'il a découvert la place. Le garçon s'amuse face à son écran. Cet univers l'intéresse déjà, tel père, tel fils on va dire. Je viens ici en famille avec des amis parce que généralement, que ce soit les vieux ou les enfants, tout le monde s'amuse et on y vient chaque fois qu'on peut parce que c'est génial. Il y a des jeux pour tous les âges. Mon fils par exemple, il a 3 ans, il s'amuse comme un fou. Nous, on est des jeunes, on a la trentaine mais on s'amuse aussi également. Donc vraiment, quand on vient là, c'est pour s'amuser tout le monde en famille, parfois ensemble, parfois séparément. Mais quand on rentre, c'est génial. Après la course au volant, bowling pour tous. Les adultes vont enfin pouvoir se mesurer entre eux et s'oublier l'espace de quelques heures. Je vous assure, c'est de la tuerie. Moi, j'y viens tout le temps avec la famille et les amis et on ne s'ennuie pas du tout. C'est génial. Je vous conseille à tous de venir. Quand vous avez un moment, venez vous amuser. Ce matin, c'est au lycée Polytechnique de Casablanca que Philippe nous attend. Il y donne des cours d'informatique depuis maintenant 5 ans. L'ingénieur a toujours eu un faible pour l'enseignement. S'il s'est finalement orienté vers les télécoms, cela ne l'a pas empêché de venir mettre son grain de sel dans un domaine qui a toute sa sympathie. Chaque samedi, il vient ici pour partager ses connaissances autour d'un thème bien précis. Je me rappelle quand j'ai eu mon bac, mon idée c'était de faire un cursus académique, plutôt fac, avoir un doctorat. Et puis par la suite, vraiment, je voulais faire de l'enseignement. Et puis la vie suivant son cours, je me suis découvert d'autres passions. Tout ce que vous avez dit est vrai. En effet, un système, c'est un ensemble. C'est ce que vous voyez en mathématiques, c'est un ensemble. Il y a les éléments. C'est un élément, c'est 2 éléments. Ça peut être plusieurs. Organisé, quand on parle d'organisation, ça veut dire que les différents éléments sont connectés entre eux, d'accord? Donc, il y a une connexion entre les différents éléments. Je me rappelle une fois, j'étais à l'école, à ma dernière année d'études, et on avait une conférence. Et pendant la conférence, c'est pas moi qui animais la conférence, j'étais étudiant, il y avait un conférencier, et j'étais intervenu pendant la conférence, et le directeur de l'école était là. Et je pense qu'il a été, je ne sais pas comment dire ça, il a été intéressé parce qu'il a vu. Et quand j'ai fini mes études, c'était vraiment l'année où j'ai fini mes études, hein, c'était pas après. Il m'a dit, Philippe, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais si jamais tu ne trouves pas de boulot tout de suite, parce que vous savez, lorsqu'on finit les études, ce n'est pas garanti qu'on trouve le boulot tout de suite. Bon, pour mon cas, ça a été, j'ai eu la chance de trouver le boulot tout de suite. Mais il m'avait proposé d'être assistant de professeur juste après. Alors ça n'a pas été possible les 2 premières années parce qu'avec les challenges au niveau du boulot, ce n'était pas facile. Mais quand j'ai pu le faire, quand j'ai pu dégager un peu de temps, je lui ai répondu, je lui ai dit voilà, si l'offre tient toujours, je suis intéressé de donner des cours. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Comment donner envie à de jeunes étudiants de travailler un samedi matin ? Simple, en menant le cours comme une discussion d'égal à égal où chacun essaiera de définir les grands axes de l'informatique en usant des termes de son choix.
Ce cours n'est pas classique, ce cours n'est pas comme les cours des autres matières ou d'autres. Non. À chaque fois que j'assiste à ce cours, me donne des informations pour améliorer ce que je veux. Ce cours est très intéressant pour moi car premièrement, c'est ma passion. Tout ce qui est informatique ou électronique, j'essaie de chercher beaucoup dans ce domaine. Et à chaque fois que je trouve un cours concernant ce domaine, j'essaie d'être très attentif pour que je reçoive le maximum d'informations possibles. Ce qui rend ce cours plus facile à comprendre, c'est la communication entre moi et le prof. Je lui pose des questions dont je n'ai pas compris et en échange, je reçois les informations dont je veux. Pensez à quoi en fait? Vous avez convaincu? Lorsque vous voyez par hasard, ça vous fait penser à quoi? Dans cette classe, on ne travaille pas pour obtenir une note de fin d'année, mais pour apprendre un langage et être en mesure d'explorer d'autres horizons plus tard. Pendant le cours, en fait, ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est de faire des petites pauses où on va laisser un peu le cours et on va prendre 15-20 minutes pour discuter d'un thème en relation souvent avec la technologie, on discute d'un thème, soit c'est quelque chose qu'il maîtrise, soit c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et ce que je fais souvent, c'est la semaine d'avant, je dis quel thème on va discuter la semaine d'après. Ce qui fait que tout le monde vient avec quelques idées et ça permet vraiment de ne pas s'ennuyer. Bon, moi, c'est ma méthode à moi. Après, je pense que d'autres professeurs ont d'autres méthodes. Hein. C'est ma méthode à moi et elle marche plutôt bien. Le rituel du samedi se poursuit, mais cette fois, c'est sur une pelouse que cela va se jouer. Grand amateur de football, Philippe dispute des matchs chaque week-end dans un centre de sport à Socrate. Fonceur de nature, il fait office d'attaquant au sein de son équipe. Arrivé en retard, notre homme a à peine le temps de se changer. La mini-CAN, elle, a déjà commencé. Les groupes s'affrontent sans se faire de cadeaux. Le Cameroun mène apparemment la danse, il fallait s'y attendre. Philippe fait enfin son entrée sur scène. Un peu timide au début, faute d'échauffement, il doit se mettre dans le bain et vite. Autour de lui, les joueurs titillent le ballon. Tout le monde est au taquet. Passe rapide, jeu de jambes et but. Mission accomplie, l'attaquant peut souffler. Oui, ça c'est un match de foot qu'on organise entre Camerounais. Généralement, ça se passe chaque samedi. On commence à peu près à 11h et on joue pendant 2h, 2h30. C'est vraiment un moment de partage. Ici, il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y a pas de migrants, il n'y a pas de médecins. Ici, c'est des Camerounais qui se retrouvent ensemble pour jouer. Et c'est vraiment un moment de fraternité. Et à chaque fois que je peux, je viens. Je ne suis pas Samuel Eto'o, mais je fais de mon mieux pour donner le maximum que je peux donner. La partie continuera jusqu'à ce que les joueurs n'en puissent plus. Ils sont venus pour ça. À commencer par Philippe qui a la réputation du Cameroun à maintenir et un esprit combatif à satisfaire. Après l'informatique, le bien-être, mais pas seulement. Imanour est arrivée à Pointe-Noire il y a une dizaine d'années. Ayant d'abord réussi dans l'immobilier avec son mari, elle décide il y a un an de lancer un spa, histoire de faire découvrir ou redécouvrir les rituels de beauté marocains dans sa ville d'accueil. Femme d'affaires accomplie, elle jongle tous les jours entre deux mondes, celui de la construction et celui du bien-être. Quel est donc son secret? Créativité, obstination, travail acharné, c'est à elle de vous le dire. Marhaba bikoum, bienvenue chez moi. Je vais vous faire découvrir ce petit bijou marocain. Le spa Il était une fois, au cœur de Pointe-Noire. Quoi de mieux qu'un spa assorti de son restaurant pour initier les habitants de Pointe-Noire à l'art de vivre marocain? C'est de cette réflexion qu'est né Il était une fois, le temple du bien-être d'Imanour. Cet endroit, c'est son havre de paix. Le lieu où elle peut se rappeler les couleurs et les odeurs du Maroc qu'elle aime, mais surtout les partager avec d'autres. Le spa a vu le jour il y a exactement un an et sa propriétaire a pris soin de dédier chaque hammam et chaque salle de repos à une ville de son pays. Fès, Marrakech, Rabat, Tanger, Casablanca, les clients ont le choix de leur destination.
Je vais vous faire visiter le hammam Fez. Voilà. Voilà, donc là vous êtes dans le hammam royal, le Fez. Vous avez 2 bancs par là, après vous avez un banc pour le massage. Et là vous avez un énorme jacuzzi où le client prend tout son temps pour la relaxation. Donc là, vous avez la cabine Marrakech. Donc on utilise des senteurs spécialement qui viennent de Marrakech. On a par exemple là la pâte d'argan, on a des senteurs orientales. Là par exemple, on a des masques pour le visage à base de miel et de safran. Tous nos produits sont à 100% bio. Pour cette épicurienne fière de ses racines, il était primordial de recréer l'identité olfactive et sensorielle du hammam beldi. Entre produits et essences typiques, mais aussi un personnel formé dans les règles de l'art, la sauce a très bien pris. Il était une fois et devenu le point de rencontre d'une clientèle exigeante et à la recherche de la différence. Voilà, donc là vous êtes dans le petit salon marocain. Une fois que le client termine son petit hammam, il passe par cette salle où on lui propose un thé marocain, des jus détox et puis des petites mignardises marocaines fait maison par notre chef cuisinier Mohamed. Alors ce spa a vu le jour il y a à peu près 1 an. Ça a été toujours mon rêve de créer une petite touche marocaine à Pointe-Noire et de faire découvrir aux Congolais nos rituels marocains, nos traditions marocaines, etc. J'ai quand même la clientèle marocaine, j'ai des Français, des Américains, la clientèle, les expats d'une manière générale, mais je suis agréablement surprise qu'il y a vraiment la clientèle congolaise qui vient souvent ici et qui sont fidèles à ce spa. Il y a beaucoup de Congolais qui partent au Maroc, que ce soit pour les études ou pour le business, et du coup, quand ils reviennent au Congo, ils ont envie de retrouver en fait cette touche marocaine à Pointe-Noire. Ayant 2 casquettes, Iman répartit son temps entre son agence immobilière et son temple du bien-être. Généralement, elle vient ici en début de matinée pour vérifier la prise de rendez-vous, faire l'inventaire des produits avec Nadja, son bras droit, et veiller au bon fonctionnement de l'endroit. Soins sur mesure, organisation d'événements familiaux, anniversaires, mariages, Iman et son ami ont réussi à intégrer le hammam au cœur de festivités privées. Quand on a fini de se détendre seul ou en groupe, un petit passage par les étagères de cosmétiques clôture le rituel en beauté. Offrir des flacons d'huile d'argan, de savon noir ou de rassoul à ses proches est devenu très tendance à Pointe-Noire. J'aime bien ce domaine, déjà je suis dedans, ça fait 20 ans et ça me plaît. Et j'aime bien conseiller les gens, leur parler des produits marocains, comment ils peuvent leur faire du bien, parce qu'on travaille surtout avec l'huile d'argan et comme vous connaissez, c'est un produit qui est naturel et qui a beaucoup d'effets sur le corps. Et la plupart des Congolais ici, ils partent au Maroc très souvent, donc elles ont déjà la notion des odeurs du Maroc, des produits du Maroc, donc elles aiment bien. Il était une fois ne serait pas le même sans la présence de Nadja. Cette Casablancaise énergique travaille dans ce domaine depuis très longtemps. Lorsqu'elle a appris que son amie souhaitait se lancer à Pointe-Noire, elle n'a pas hésité à lui prêter main forte. Son sens du contact et sa maîtrise du domaine font d'elle une gérante hors pair qui sait anticiper sur les besoins des clients. Et voilà un bon thé marocain, tfadlo. Donc en fait, à chaque fois que je viens ici, je me sens vraiment déconnectée, vu que je suis dans le monde de l'immobilier. Donc je suis tout le temps sur des chantiers, avec des maçons, dans le ciment, etc. Et quand je viens ici, franchement, je me sens chez moi, dans le Maroc, mais à Pointe-Noire, dans ma deuxième ville aussi, Pointe-Noire, parce que j'aime beaucoup cette ville. Toutes ces couleurs, toutes ces odeurs, c'est mon petit coin de paradis ici.
Bienvenue à la maison. Je vous présente mon mari Saïd, Aya, ma grande fille, et la petite princesse Kenza. Nous nous trouvons dans le quartier résidentiel de Chikobo pour un déjeuner familial. Iman nous présente sa petite tribu formée de son mari Saïd, qui boucle sa 22e année à Pointe-Noire, et de ses 2 filles, Aya et Kenza. La conversation est centrée sur ces 2 dernières qui viennent de rentrer de l'école. Iman et son époux travaillent ensemble pour ce qui est du volet immobilier, mais ont réussi à diviser les tâches. Elle gère une centaine d'immeubles et de maisons, tandis que lui s'occupe exclusivement des constructions. À table, on évite tant qu'on peut de parler boulot. Il y a des sujets plus intéressants, comme les prochaines vacances au Maroc par exemple. Le couple met un point d'honneur à transmettre sa culture à ses 2 filles. Se rappeler d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. C'est vrai que mes filles ont grandi ici, mais j'essaie vraiment de garder cette culture marocaine à la maison, que ce soit à la maison ou ailleurs. Là, par exemple, chaque semaine, ils doivent parler automatiquement avec leur famille au Maroc. Ça, c'est de 1. Obligatoirement, chaque semaine, ils parlent avec leur grand-mère, tante, etc. Et puis, en dehors de ça, le fait qu'ils sont inscrits dans une école française, donc on essaie de leur parler ici à la maison en Derija, donc Mghrebiya. Après, tout ce qui concerne les fêtes religieuses, Eid el-Kbir, Eid el-Sghir, on essaie de leur faire porter les robes marocaines, les kaftans, les petites djellaba, etc. On essaie de leur faire henna. Donc voilà, j'essaie de garder cette petite culture marocaine au Congo. Ils s'intègrent aussi très facilement. Ça veut dire de ce côté, je trouve pas de problème, non. J'aime bien ma vie au Congo, mais le Maroc c'est mieux parce qu'il y a la famille, tu t'amuses et il y a plus d'activités là-bas qu'ici. Sauf que le Congo aussi, enfin c'est pas un pays que j'aime pas, mais le Maroc il reste mon pays préféré. Je n'ai jamais imaginé vivre au Congo un jour, mais c'est vrai que quand j'étais petite, je disais toujours à maman, en plein hiver, en période de l'hiver, je disais toujours à maman, oui maman, franchement, j'en peux plus de ce froid, je veux bien aller vivre dans un pays où il fait chaud durant toute l'année. Et donc maman, elle me rappelle ça aujourd'hui, elle me dit, bah écoute, voilà, tu as demandé un pays où il fait super chaud durant toute l'année, bah là, Dieu t'a ramené au Congo, il fallait bien préciser le pays. La semaine reprend. Iman enfile sa première casquette au sein de son agence immobilière Iman Service. Le spa est loin derrière nous. Bienvenue dans le secteur de la location-vente, mais aussi du BTP. La businesswoman Lou construit et s'occupe de nombreux biens immobiliers. Une responsabilité de taille qu'elle mène avec brio, secondée de Jody, sa directrice commerciale. Avant de se rendre sur l'un des chantiers en cours, Iman doit d'abord passer en revue les dossiers à mettre à jour. Devenue experte dans l'art du marketing, elle sait comment mettre en valeur ses services. Revamper les lieux qui tardent à trouver acquéreurs, mettre en place les nouvelles plaquettes, créer des deals alléchants, elle maîtrise tout cela sur le bout des doigts. La journée commence par une bonne nouvelle, l'agence a réussi à louer une villa de gros calibre. En fait, je suis arrivée déjà en 2006 ici. Et donc j'ai fait des petits stages un peu partout et j'ai constaté que ce qui peut marcher ici, c'est l'immobilier. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas rester bloqué dans un bureau, donc j'ai décidé du coup de créer ma société. Et, je l'ai créée vers début 2008. Et donc j'ai commencé à travailler avec des petites sociétés au début, par la suite avec des sociétés pétrolières, parapétrolières, minières, etc. Et depuis, donc ça fait à peu près 9 ans, que je suis dans l'immobilier. Je fais tout ce qui est location du bien immobilier, vente, que ce soit des maisons, des terrains, etc. Gestion du bien immobilier, prestation de services. Et puis j'ai aussi un côté génie civil et BTP. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite crise.
Depuis 2015, fin 2015, on a eu quand même une crise ici à Pointe-Noire, au Congo, par rapport à la baisse du prix du baril, une crise aussi politique. Mais voilà, moi je ne me plains pas, vu que je suis vraiment installée ici, quand même ça fait une douzaine d'années que je suis là, et je ne compte pas fermer à aller au Maroc. Donc je suis là, on est là, je suis comme une citoyenne congolaise et on patiente tout simplement, je suis sûre que ça va aller. Et moi, je fais confiance déjà au président congolais et je pense que ça va aller. Juste après le bureau, Iman doit visiter un immeuble en cours de construction. Elle a lancé ce projet avec son mari. Le couple est aussi promoteur. Ces résidences de haut standing se louent bien à Pointe-Noire. Très à l'aise dans cet environnement, la jeune femme suit les travaux de près. Bienvenue dans mon chantier à la Côte Sauvage de Pointe-Noire. C'est un bâtiment à R+2 où on a en fait des appartements. Vu que je suis dans l'immobilier, donc je sais à peu près ce que mes clients demandent. Donc là, on est en train de construire 15 appartements, des appartes d'une seule chambre et des appartes de 2 chambres. Et là, on est dans la phase de finition de travaux, donc on a fait les grosses œuvres. Et là, on est en train de commencer par tout ce qui est carrelage, sanitaire, portes, baies vitrées, etc. Ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé et le chantier prend fin d'ici à peu près 5 à 6 mois. Bonjour. Bonjour. C'est du bois massif. Iman veut savoir où en sont les finitions. Passage par les menuisiers qui sont en train de fabriquer les ports des appartements. Si tout se passe bien, d'ici 1 mois, elles seront achevées. Idem pour les installations électriques et les câblages. La jeune femme vient ici tous les 3 jours pour faire le point et récupérer les bons d'achat. Elle est contente, ça avance plutôt bien. La tournée se poursuit. Plusieurs villas dans ce secteur sont gérées par son agence, mais il y a également les immeubles qu'elle a construits pour son propre compte. Sa réputation parle pour elle. Iman Service est bien introduite dans la ville. Des chantiers poussiéreux aux quartiers commerciaux remplis de monde, Iman va partout. Quand on veut bien faire les choses, on ne s'épargne aucun effort. Il faut voir par soi-même et traiter directement avec les fournisseurs. Donc voilà, cet immeuble, il a été achevé il y a à peu près 5 mois et j'ai tout loué. Le dernier appartement, je l'ai signé aujourd'hui. Il ne reste que quelques boutiques qu'on est en train de mettre en location. C'est l'un des nombreux chantiers que j'ai construits. Voilà. Nous sommes dans le secteur des quincailliers. C'est ici qu'elle vient chercher interrupteurs, prises et autres poignées de porte. Elle traite avec la propriétaire depuis de longues années. Bonjour. On dit que Pointe-Noire appartient aux femmes car elles sont à la tête de nombreux commerces et souvent dans des domaines jugés masculins, entre guillemets. Donc en fait, je viens souvent ici par rapport au choix. J'ai quelques propriétaires qui insistent sur le choix du matériel. Donc c'est là où je me déplace. Sinon, souvent, ce sont mes collaborateurs qui viennent, qui me ramènent un échantillon de chaque, par exemple, prise ou hublot, voilà. Et je fais mon choix et je valide le devis. Et voilà. Et souvent, ça se passe comme ça. Et moi, je ne me déplace que quand le propriétaire insiste sur le choix de la qualité de ce qu'on choisit pour son bien. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis venue pour faire le choix pour un propriétaire, pour tout ce qui est prise électrique, interrupteur, prise Internet, etc. Et donc, je suis obligée de venir aujourd'hui moi-même pour valider le choix du propriétaire et pour monter le devis. Une partie de la marchandise doit être commandée. Iman espère que les délais coïncideront avec les siens pour ce qui est de la finition des portes notamment. Mais ça, c'est une autre histoire. Après une journée bien remplie, c'est le moment de se ressourcer. Malanda Lodge est l'un des endroits préférés d'Iman qui peut oublier l'espace de quelques heures dossiers, chantiers et maisons.
Voilà, on a 2 ou 3 endroits ici à Pointe-Noire. Mais par contre, je préfère souvent venir à Malonda Lodge, donc ici, parce que c'est calme. Et puis voilà, j'écoute ma musique tranquillement, je lis mes livres tranquillement. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup d'endroits à Pointe-Noire de ce genre. Il y a à peu près 2 ou 3. Donc pour le week-end, la plupart des gens viennent ici pour se détendre avec leur famille, se bronzer vu qu'il y a une plage juste en face et admirer le coucher de soleil. Ne pas oublier d'où l'on vient, mais aimer sincèrement là où l'on se trouve. Depuis 12 ans qu'elle vit en République du Congo, Imane a fait de Pointe-Noire sa 2e ville de cœur. Elle y a fondé sa famille, dépassé ses limites en tant que femme d'affaires et découvert toute la beauté de ses paysages. Elle est ici chez elle, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Comment ne pas admirer ce paysage, les vagues, la nature. Je suis tombée amoureuse de ce pays et je compte vraiment y rester. La santé passe d'abord par l'assiette, ce n'est plus un secret pour personne. Soucieuse de lutter contre la malnutrition dans son pays, Joséphine Bouanga est l'initiatrice de l'agriculture bio en République du Congo. Primée à maintes reprises pour ses travaux de recherche, elle a lancé différentes structures de transformation de produits agricoles, mais travaille en parallèle avec le corps médical pour améliorer les réflexes alimentaires de ses compatriotes. Celle que l'on surnomme Madame Bio dans son pays a fait de l'agroalimentaire son cheval de bataille. Suivons-la dans sa routine quotidienne. Se lancer dans l'agroalimentaire bio et inciter les gens à consommer différemment n'est pas une mince affaire. Devenue experte en la matière, Joséphine Bouanga en sait quelque chose. Cette ingénieure de formation s'est jetée à l'eau il y a plusieurs années sans aucune garantie de succès. Dans un pays où la majorité des agriculteurs avaient pris de mauvaises habitudes et où les ménages ne juraient que par les produits importés, la mission de Joséphine était de taille. Pour elle, il fallait réapprendre à cultiver dans le respect de la terre, oublier l'usage des pesticides et autres produits dangereux afin de récolter des fruits et légumes de qualité. C'est en travaillant main dans la main avec des producteurs locaux qu'elle a pu réaliser ses objectifs. D'ailleurs, le but du voyage aujourd'hui est de nous montrer l'une des exploitations agricoles avec laquelle elle collabore. Nkoni, la localité vers laquelle nous nous dirigeons, se trouve à 2 heures de Pointe-Noire. Pour y arriver, il nous faut emprunter la route principale, puis des pistes ravinées par les pluies. Ici, les conditions climatiques sont favorables à la culture de l'ananas que Joséphine transforme dans l'une de ses filières. La récolte bat son plein actuellement. Accompagnée de son associé, elle a voulu se rendre sur le terrain pour juger de l'avancement des choses. Aujourd'hui, le Congo est saturé par les produits importés, alors que nous avons nos richesses naturelles que nous ne savons pas valoriser. Et donc, moi, je me suis spécialisée dans ce domaine par souci, parce qu'à chaque période de récolte, nous avons des produits que nous jetons à la poubelle et nous ne savons pas valoriser nos productions locales. Les Congolais ne faisaient pas confiance aux produits locaux. Il a fallu près de 6 ans, 7 ans pour que les Congolais apprennent à comprendre que les produits importés apportent beaucoup de dégâts dans l'organisme. J'ai communiqué suffisamment dans les médias pour montrer aux Congolais ou leur sensibiliser sur l'importance des produits bio dans notre pays. L'intérêt de consommer bio, qu'est-ce que ça apporte dans l'organisme avant d'aller prendre un produit qu'on ne connaît pas, où est-ce qu'il a été fabriqué. Et petit à petit, les Congolais, je vois maintenant aujourd'hui, j'ai été pionnière dans ce secteur et beaucoup commencent à créer des boutiques de produits bio, boutiques de ceci bio. Pour moi, on sait, dans cette ville-là que j'ai été, un modèle. 300 kilos de fruits doivent être cueillis dans la journée avant d'être acheminés dans son unité de transformation à Pointe-Noire. Ces ananas donneront des jus, des sirops, des confitures, du vinaigre, de l'alcool et plein d'autres produits. Sur place, les ouvriers sont en pleine action. Une fois les fruits coupés, leurs couronnes sont replantées et généreront d'autres ananas. Il y en a encore pour 3 mois. Cette visite est aussi l'occasion de faire le point sur les nouveaux outils à acheter pour améliorer la production. Ils sont désormais plusieurs propriétaires à collaborer avec Madame Bio, car beaucoup ont compris qu'il s'agissait là d'un partenariat win-win. Mais à en croire l'entrepreneuse, cela n'a pas toujours été le cas. En fait, à la base, on a une relation qui est simple, qui est une relation de fournisseur à transformateur. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'en travaillant ensemble, on allait pouvoir affronter des difficultés de mise sur le marché qui étaient plus importantes. Joséphine avait besoin d'un approvisionnement fiable et de qualité. Donc nous, on était capable de lui fournir ça.
Et elle avait un problème de financement, c'est-à-dire que par rapport aux matières premières dont elle avait besoin, elle ne pouvait pas payer ces quantités-là. Donc on a trouvé un partenariat qui était de partager sur les ventes. Accessoirement, on l'assiste aussi sur la partie commerciale et on peut réfléchir ensemble aussi à tout ce qui est la logique de logistique et la commercialisation à l'extérieur. Ici, hors de question d'utiliser engrais chimiques ou pesticides. Chaque manœuvre est effectuée dans le respect de la nature et du sol. Il y va de la réputation de toute une entreprise. Avoisinant la 2e forêt primaire du monde, cette plantation fait la fierté de Jean-Bruno Bahanda, son propriétaire, qui a décidé de fournir à Joséphine sa matière première. Là, on a commencé à l'exportation. On est parti sur d'abord les États-Unis, parce que les États-Unis ont un programme qui s'appelle AGOA, qui consiste principalement à zéro taxe sur les importations de pays africains. Mais on travaille actuellement sur l'exportation au Maroc. Donc au moment même où je vous parle, on a des gens qui travaillent pour nous, qui sont là-bas, qui sont à Ifrane, je crois, où il y a une grande convention présidée par le roi sur justement l'agriculture en Afrique. Et donc on a bon espoir que le public marocain puisse apprécier nos produits. Une partie des récoltes de la journée est chargée dans le pick-up à destination de 2 hôtels. Une autre sera transformée dans les structures de Joséphine en 11 produits différents avant d'être vendus aux particuliers. Quant au reste, il sera exporté ici et là. C'est là que tout a débuté pour Joséphine. Nous sommes au premier local de transformation d'Enos Bio, son entreprise. 18 personnes travaillent ici. Certaines ont démarré avec elle à ses débuts, c'est-à-dire en 2001. D'autres ont pris le train en marche. Self-made woman, Joséphine a acheté ce terrain avec les économies réalisées sur sa bourse d'études. Elle sait alors qu'elle ne doit compter que sur elle-même. Ayant également fait l'acquisition de quelques machines, la femme d'affaires se met à produire des farines bio à base de céréales locales et légumineuses. Elle fait du porte-à-porte durant 4 ans pour apprendre les bienfaits d'une alimentation bio à ses compatriotes. Petit à petit, elle développe son offre et se voit sollicitée par les médias. Enos Bio commence à voir le bout du tunnel. Dans cette unité, on transforme toutes sortes de graines et de fruits locaux en produits de consommation et en remèdes naturels. C'est le cas par exemple du lait de courge. Réputé pour atténuer les symptômes de la prostate, il est très demandé par la clientèle masculine. Les préparations semblent simples mais nécessitent beaucoup de précautions. L'absence d'additifs et de conservateurs rendent la chose plus difficile à mettre en place, mais ici la qualité prime sur tout le reste. Les graines de courge broyées, la pâte obtenue est ensuite filtrée avant d'être remise sur le feu pour être liquéfiée. Joséphine donne quelques instructions quant au dosage et température. Un peu plus loin, l'une des employées prépare de la confiture de mangue à l'ancienne, tandis qu'un autre s'occupe de pasteuriser les bouteilles de jus. Il existe aussi un atelier spécialisé dans les farines. Je me suis arrangée à faire des partenariats avec des producteurs locaux parce que je ne peux pas être au four et au moulin. Moi, je me suis placée dans la transformation, question de valoriser les productions locales. Parce que je suis partie d'un fait où j'ai compris qu'à chaque période chez nous, nous avons des productions, des produits que nous jetons à la poubelle parce que les gens ne savent pas transformer. C'est dans le souci de pérenniser ces produits sur le marché que je me suis lancée sur une gamme variée des produits. Nous avons 40 produits que nous mettons en place ici. Pourquoi 40 produits? Je vous ai dit que j'ai un cabinet où je fais des conseils diététiques, où j'apprends aux Congolais de consommer bio, de se soigner avec l'alimentation bio. Donc, il y a plusieurs cas de maladies, des pathologies qui arrivent, qui me disent « bon, moi j'ai telle pathologie, qu'est-ce que je fais ?» Mais on ne peut pas se limiter seulement à un seul produit. Nous utilisons à peu près 8 tonnes de mangue. C'est ce qu'on a utilisé l'année dernière et on a fait 20 000 bouteilles de jus confondues. Ces choses, Joséphine les a apprises lors de ses différentes spécialisations, puis au terme de nombreuses recherches. Ce n'était pas tout de faire du bio, il fallait apprendre à stabiliser les aliments naturellement, combiner fruits et légumes pour ne rien perdre de leurs nutriments et enfin savoir quel aliment utiliser pour quel problème de santé. Un travail de longue haleine qui a fini par payer. Son label a trouvé sa place sur les tables congolaises et les armoires à pharmacie. En termes de farine, je produis 1,5 tonne par mois pour une réserve américaine installée au Congo.
Et pour les supermarchés, boutiques, hôpitaux, parce que nous livrons aussi ces farines principalement dans les hôpitaux. Les lieux cibles, c'est d'abord les hôpitaux, parce que c'est destiné à la malnutrition des enfants. Dans les hôpitaux, dans les supermarchés, nous sommes autour de 12 000 sachets par mois. Cet après-midi, Joséphine a rendez-vous à la Chambre de commerce de Pointe-Noire avec d'autres producteurs pour une réunion express. Ordre du jour, choisir un local d'exposition de leurs marchandises. Ce lieu commun est censé devenir une référence pour tous les transformateurs locaux et concentrer la clientèle. Chacun devra détailler son offre et prendre en charge une partie des frais. Le but de la manœuvre est de sortir les petits producteurs de l'ombre et de leur permettre de vendre davantage. Très engageante, Joséphine sait qu'il faut en passer par là si l'on veut voir se développer les nouvelles filières qui se sont créées ces dernières années. Si tous n'ont pas pu répondre à l'appel aujourd'hui, les personnes présentes parviendront quand même à se décider pour un endroit et définir le cadre légal de leur association. Ça fait depuis un bon bout de temps qu'on était là sur cette affaire de la boutique là. On a décidé que le samedi de cette semaine, qu'on puisse au moins que chacun apporte ses produits, qu'on installe déjà les produits. Et peut-être au courant de la semaine prochaine, que le président de la Chambre de commerce vienne pour l'ouverture officielle de la boutique. Chacun de nous produit de manière isolée, individuellement. Chacun de nous se bat pour placer ses produits, mais on a pensé qu'à l'issue du forum de l'entrepreneuriat qui s'était tenu il y a 4 mois ici à la Chambre de commerce, que c'était nécessaire que nos produits puissent avoir un repère, que ceux qui ont payé nos produits ici lors du forum puissent retrouver les mêmes produits dans un endroit idéal. C'est-à-dire qu'ils arrivent, que tout ce qu'ils ont retrouvé ici, qui était exposé ici, là, puisse se retrouver également dans cette boutique-là. C'est vrai que pour la plupart des exposants, ils ont leurs produits dans Casino, dans Park & Shop, mais ce n'est pas toujours au même prix qu'ils avaient trouvé ici. Là-bas, les prix sont élevés. Mais là-bas, nous allons garder, dans cette boutique-là, les prix qu'on avait proposés ici lors du forum. Également nutritionniste, Joséphine Bouanga est sollicitée tous les jours. Les gens viennent la consulter pour divers problèmes qu'ils souhaitent soigner avec des produits naturels. Loin de rejeter la médecine conventionnelle, Joséphine travaille en parallèle avec elle pour optimiser les traitements prescrits par ses confrères. Cet homme a été orienté vers elle par son médecin traitant. Il souffre d'un problème urologique. Avant de lui proposer quoi que ce soit, Joséphine procède à un interrogatoire bien pointu. Elle veut connaître ses différents symptômes pour lui indiquer le régime à suivre et les aliments à éviter. Elle souhaite aussi que son patient réalise une échographie car le résultat de ses analyses lui semble anormal. Je suis nutritionniste qui a fortement étudié l'impact des aliments sur la santé humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de faire des conseils diététiques, de conseiller des gens qui souffrent des maladies liées à la malnutrition. Mais je travaille également avec les pratiquants de la médecine conventionnelle parce que certaines personnes vont dire pourquoi je travaille, je me permets de conseiller, je me permets de prescrire, justement parce que ça fait 8 ans exactement que je travaille avec des médecins qui ont des grandes cliniques. Moi, je me limite à ma spécialité, au conseil, mais le reste, les examens, j'envoie toujours les patients dans les grands centres pour faire les différents examens. Que ton alimentation soit ta première médecine. Cette citation d'Hippocrate est devenue la devise de Joséphine. Mieux manger, c'est préparer son corps à lutter et à guérir plus vite. Pour elle, la maladie est la manifestation d'une carence qu'il faut combler. Raison pour laquelle Enos Bio s'est lancé dans l'élaboration de compléments alimentaires et de boissons médicinales. Quand vous comblez les besoins de l'organisme qui sont demandés par l'organisme, vous facilitez les choses. N'oubliez pas que quand un microbe arrive dans l'organisme et il s'installe, ça veut dire que c'est un organisme qui présente déjà des carences. Mais quand vous mangez bien, vous êtes équilibré physiquement, ce n'est pas évident que le microbe arrive dans l'organisme. L'organisme lui-même va lutter contre cette agression extérieure-là. Si le bio est synonyme du mieux manger, il peut aussi être synonyme de gourmandise. Parmi les endroits où Joséphine se fournit en matières premières, il y a cette fabrique artisanale de chocolat pâtissier. Seule chocolaterie congolaise de tout le pays, cette usine fabrique également du beurre de cacao et de la poudre pour boissons instantanées.
L'établissement appartient à un ami de longue date, animé lui aussi des mêmes ambitions que Joséphine, développer des produits nationaux de meilleure qualité et encourager les Congolais à changer leurs habitudes alimentaires. Un pari audacieux que Maurice Wakatoulou a bien voulu prendre. Jusque-là, tout le chocolat commercialisé en République du Congo venait de l'extérieur. En produisant notre chocolat, nous le rendons accessible à tous les Congolais à bas prix. Et pour que, n'est-ce pas, que les Congolais puissent le consommer, et puisqu'il est bio, et donc ça rend les solutions viables. La procédure est la même que dans les usines classiques. Les fèves sont triées, torréfiées puis broyées afin de donner la masse de cacao, la liqueur et le beurre qui sera lui acheté par les entreprises cosmétiques. Réduit à l'état de pâte, le cacao est étalé sur des moules en acier. Débarrassé de l'air, le chocolat est déposé dans un congélateur pour retrouver son état solide. C'est réalisé avec les moyens de bord, mais ça se vend bien. Joséphine, de son côté, est à la recherche d'autres produits dérivés pour ses préparations. Je viens ici parce que lui, il a 2 produits qu'il me propose qui sont très utiles pour mes patients. Il y a la poudre de cacao que je conseille fortement aux personnes hypertendues, aux personnes souffrant de stress, aux gens qui ont connu des problèmes neurologiques. Et la liqueur de cacao, je conseille ça aux diabétiques, associé à d'autres produits que moi-même je fabrique. Et ça donne de très bons résultats. Donc je l'ai connu par rapport à ça, mais par rapport aussi au fait que quand je faisais mes recherches de thèse, il m'a aidé à faire les extractions d'huile de courge qui m'ont permis de soutenir, de faire mes recherches et aller de l'avant. Et quand j'ai fini, je me suis confiée à lui. Quand j'ai monté mon cabinet, j'ai dit il faut que je travaille avec certains de tes produits. Nutrition, médecine, cosmétique, le bio mène à tout. Et malgré une entrée timide sur certains marchés, des initiatives comme celle de Joséphine sont d'un grand intérêt à l'heure de la consommation intelligente. L'entrepreneuse a ouvert la voie chez elle afin que d'autres suivent l'exemple et le message s'est progressivement fait entendre. Comme dit l'adage, il suffit d'une personne pour initier un changement. Et voilà, Saga Africa, c'est fini pour ce mois-ci en espérant que vous ayez apprécié le voyage. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain sous d'autres cieux et en compagnie d'autres têtes bien faites. Prenez soin de vous, les bisous.